Jeux paralympiques Brésil 2022, l'équipe nationale de football des sourds-muets participera à la compétition qui commence le 1er mai. Le Premier ministre a reçu notre équipe cet après-midi à la primature. Célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée permet de sensibiliser sur des droits des créateurs, innovateurs et inventeurs. 35 milliards de francs CFA pour faire face à la malnutrition. Une réunion s'est tenue autour du plan d'action multisectoriel de nutrition et le document prend en compte tous les secteurs de développement en vue de réduire le taux de malnutrition au Mali. Ce soir, nous nous rendons à Sikasso pour parler de ces vendeuses de galettes appelées Ngomi en Bamanankan. En ce mois béni de Ramadan, elles sont nombreuses à tirer leur épingle du jeu grâce à la forte demande. Et nous recevons ce soir le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement pour parler de la situation sécuritaire au Mali. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de votre présence et nous vous revenons tout à l'heure, juste le temps de parler de cette audience que le président de la transition a accordée à 3 nouveaux ambassadeurs du Mali accrédités dans des pays de l'Afrique centrale. Ces diplomates sont venus prendre des conseils et orientations auprès du chef de l'État avant de regagner leur représentation. Nourom Sissoko a suivi ces audiences pour nous. Les nouveaux ambassadeurs du Mali à Libreville au Gabon et à Malabo en Guinée équatoriale sont respectivement Mandjou Berté et Fidel Diarra. Avant de prendre fonction, les deux diplomates viennent solliciter l'accompagnement et les conseils du chef suprême de la diplomatie malienne. Il nous a instruit surtout d'être près de nos compatriotes, d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes, en même temps demander aux uns aux autres de nous appuyer en ces moments particuliers, voilà, pour la réussite de la transition. Le président de la transition a tenu à ce que je puisse avoir la pleine conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement au Mali et de porter ce message-là auprès de ses homologues des pays où je serai accrédité pour donner la bonne parole, la réalité malienne, tant la crise est profonde. Agibou Diallo est le nouvel ambassadeur du Mali au Congo. À Brazzaville, il s'emploiera à exécuter sa mission qui s'articule autour de 3 axes majeurs, tels définis par le président de la transition. C'est le renforcement des relations politiques déjà existantes entre le Mali et ces deux pays. Ensuite, deuxièmement, booster, dynamiser la coopération sur le plan économique entre le Mali et ces deux pays. Et troisièmement, comme vous le savez, les deux Congos sont 2 pays de l'Afrique centrale qui abritent un nombre très important de Maliens. Donc, une de mes missions, en tout cas un challenge qui m'attend là-bas, c'est vraiment poursuivre la gestion de proximité de nos compatriotes qui vivent là-bas et poursuivre la protection et l'assistance des Maliens dans le strict respect des lois et règlements de ces pays de résidence. Les 3 diplomates ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et ses pays amis. Je le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement pour parler de la situation sécuritaire de notre pays. Monsieur le ministre, une fois de plus, bienvenue. Merci. Et nous vous invitons pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Merci beaucoup. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 028 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. La montée en puissance des forces armées maliennes, les FAMA, motif de fierté du peuple malien, se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien. À cet effet, depuis le début de l'opération Keletigi, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien
protéger les couloirs d'évolution des aéronefs autorisés et garantir la liberté d'action des FAMA en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien. Qu'Allah bénisse le Mali. Bamako, le 26 avril 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci bien, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que nous étions avec le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Suite de ce journal, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu cet après-midi à la primature l'équipe nationale de football des sourds-muets qui participera à la compétition des Jeux paralympiques au Brésil à partir de 1er mai. La délégation malienne, avant son départ pour le Brésil, a reçu les encouragements des autorités de la transition. Le reportage de Al Jumatina. À quelques heures de son voyage au Brésil pour les Jeux paralympiques des sourds, notre équipe nationale de football des sourds-muets a eu l'insigne honneur d'être reçue par le Premier ministre. Cette rencontre avec le chef du gouvernement, une sorte de mise en route, a été l'occasion pour le Premier ministre, au nom du président de la transition, de se réjouir de la participation du Mali à cette compétition. Nous considérons qu'ils doivent être vus, traités comme tous les citoyens maliens, ayant les mêmes droits, les mêmes obligations que la nation leur impose. Et la mission dans laquelle ils vont se rendre au Brésil, c'est une mission nationale. C'est le drapeau du Mali qu'ils vont défendre. C'est les couleurs du Mali qu'ils vont défendre. Notre pays est dans une situation difficile. Les moyens sont limités. Malgré tout, nous avons fait le minimum nécessaire pour que vous sentiez le soutien du peuple
du gouvernement et du président et de toutes les autorités de la transition. Les Jeux paralympiques sont une compétition d'envergure mondiale. À cet effet, le chef du gouvernement exhorte l'équipe nationale de football des Sourmiens de porter haut les couleurs du Mali au Brésil. Je voudrais vous souhaiter bonne chance. Battez-vous comme vous pouvez. Et à tout moment, il faut vous dire que vous avez les Maliens qui vous regardent, qui pensent à vous, et au nom desquels vous êtes dans cette compétition. Nous savons que ce n'est pas facile, qu'il y a d'autres nationalités qui viennent, mais nous sommes certains que vous allez porter haut le drapeau de la République du Mali pour que, au retour, vous puissiez revenir avec la coupe. C'est ce que nous souhaitons. Auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, avait remis le drapeau national à l'équipe ainsi que les passeports pour la délégation. Signalons que les Jeux paralympiques des sourds se dérouleront du 1er au 15 mai prochain au Brésil. Bonne chance à notre équipe. 35 milliards de francs CFA, c'est le coût global du nouveau plan d'action multisectoriel de nutrition. Ce document qui était en discussion au cours de la deuxième réunion du Conseil national de nutrition prend en compte tous les secteurs de développement en vue d'une réduction du taux de malnutrition au Mali. Le reportage de Batraoré. Selon les chiffres du réseau des Nations Unies pour la nutrition, un enfant sur 10 souffrait de malnutrition et sur 10 enfants, 5 étaient en retard de nutrition au Mali en 2014. Des chiffres qui montrent que la malnutrition est un problème de santé publique au Mali. Le plan d'action multisectoriel de nutrition est la stratégie mise en œuvre pour organiser la lutte contre ces fléaux. Le plan d'action multisectoriel de nutrition veut dire exactement que tous les secteurs comptent pour qu'un enfant, une personne en général, puisse avoir les nutriments durant tout le cycle de la vie. Le nouveau plan d'action multisectoriel de nutrition est évalué à 35 milliards de francs CFA et couvre la période 2021-2025. Le réseau des Nations Unies se réjouit vraiment de l'élaboration inclusive et participative de ce nouveau plan 2021-2025. Il prend en compte nos préoccupations formulées plus haut, notamment la multisectorialité, ainsi que les engagements internationaux que le Mali a pris dans les différents forums. En adoptant le plan d'action multisectoriel de la nutrition 2021-2025, le gouvernement du Mali s'est résolument engagé dans l'agenda 2030 pour le développement soutenable prôné par les Nations Unies. Pour ma part, je peux vous rassurer que le gouvernement de transition accorde une grande importance et suit avec un grand intérêt la mise en œuvre du plan d'action multisectoriel. Plusieurs partenaires soutiennent le ministère en charge de la santé pour la mise en œuvre du plan d'action multisectoriel de nutrition. Ils ont tour à tour appelé à un soutien sans faille pour que la malnutrition soit un mauvais souvenir au Mali. Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle couplée à celle du livre et du droit d'auteur. Cette journée vise à sensibiliser la population sur les droits des créateurs, innovateurs et inventeurs. On en parle avec Koumba Sissi. La création d'une œuvre d'art artistique et littéraire demande beaucoup de réflexion et la plupart de ces auteurs ne bénéficient pas de leurs droits. Cette journée mondiale de la propriété intellectuelle couplée à celle du livre et du droit d'auteur est un moment pour les acteurs chargés de la protection des droits d'auteur de partager avec le public les difficultés auxquelles les artistes et les éditeurs font face. Les difficultés, c'est surtout le non-paiement de nos redevances de droits d'auteur. Pour qui connaît aujourd'hui, pour qui a vu aujourd'hui ces artistes talentueux, les gens doivent se mettre en tête que nous devons nous acquitter de nos redevances afin que ces artistes aussi puissent vivre du fruit de leur créativité. Nos artistes et créateurs, nos industriels créent au quotidien, innovent et mettent en vente leurs œuvres et leurs productions. Mais le plus souvent, ils ne se soucient pas de protéger au moyen d'un droit de propriété intellectuelle. C'est pourquoi nous devons saisir l'opportunité de cette journée pour mieux sensibiliser à aller vers la protection de leurs œuvres
et leurs produits. Au cours de cette célébration, plus de 20 figures emblématiques de la culture malienne, comme Nahawa Doumbia, Djelimadi Tunkara, ont reçu des vivres et une enveloppe symbolique en guise de solidarité. Nous voulons tout simplement témoigner la reconnaissance, le respect et l'attention des pouvoirs publics à l'égard de ces grandes dames et hommes de talent, auteurs et artistes émérites, écrivains, cinéastes. Je suis particulièrement heureux de pouvoir remettre au nom du président de la transition une enveloppe de 2 500 000 à M. Mohamed Silla, artiste, pour lui permettre de se faire opérer du cœur. Les prestations du groupe CITA de l'Institut national des arts, Djankine Kouyaté, Djeneba Sek et un sketch sur le droit d'auteur ont émerveillé le public. En prélude à la réunion internationale des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm à +50, des consultations nationales préparatoires se tiennent ici à Bamako. Les experts nationaux et les partenaires se retrouvent pour élaborer un rapport. On en sait plus avec Fanta Mamanientao. Accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et commémorer les 50 ans de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain sont au menu de ce rendez-vous de Bamako. Il s'agit en somme d'agir vite, même très vite, pour maintenir l'équilibre environnemental. Nous devons faire en sorte que ces 2 jours de consultation permettent de faire un état de lieu des progrès, mais surtout des défis et recommandations pertinents qui puissent aider à transformer nos promesses en actions concrètes et tangibles pour les populations en matière d'environnement et de changement climatique. L'ambition avec Stockholm +50 est de célébrer le 50e anniversaire, mais aussi d'aider à accélérer le rythme de la transition vers des sociétés durables et vertes, plus d'emplois décents, verts et un environnement équilibré pour tous. Le ministre Kone a, au nom du gouvernement, salué le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement suédois pour leur accompagnement constant. Notre pays s'est engagé, entre autres, à lutter contre les effets négatifs des changements climatiques et la protection de l'environnement. Cet engagement fait également partie des priorités nationales exprimées dans les politiques et stratégies de développement socio-économique. Je profite de l'occasion pour remercier le Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pour son accompagnement et sa disponibilité entière à faciliter le processus de consultation nationale. La rencontre de Bamako dure 2 jours. Elle va permettre aux participants de réfléchir à la nécessité urgente d'agir pour parvenir à une planète saine et à la prospérité de tous. Également dans ce 20h, les chargés de suivi et évaluation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sont en formation à Bamako. La rencontre vise à renforcer les capacités de ces derniers dans la production de données stratégiques du sous-secteur. Le point avec Batraoré. Les chargés de suivi, évaluation et de statistiques du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sont confrontés à une insuffisance de données fiables. Cette situation résulte d'un déficit de qualification selon la Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La rencontre de 3 jours est donc une réponse à cette problématique. C'est une rencontre qui vise à vraiment outiller les agents de cette direction en matière de suivi, évaluation et de statistiques. C'est vraiment un prépondérant qui est là, une nécessité pour que les agents puissent connaître quelles sont les stratégies à mener pour faire les activités de suivi et évaluation, quelles sont les stratégies à mener pour qu'on ait des statistiques fiables. La ministre de l'Éducation nationale est convaincue que l'acquisition de données statistiques fiables peut pallier les insuffisances du système. C'est pourquoi elle attend beaucoup de cette rencontre. J'ose croire qu'au sortir de ces 3 jours de travaux, les participants seront outillés sur les fondamentaux des statistiques officielles, critères de bonnes données statistiques, ainsi que sur la détermination des indicateurs de base, qui seront mieux aptes à procéder à l'analyse et au traitement des données et que les outils dont dispose présentement le secteur de l'ANF seront
révisé. La session de 3 jours est organisée grâce à l'appui financier de la Fondation Caranta qui est présente au Mali et dans 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Après 2 ans de formation au Burkina Faso, 7 docteurs en fin de formation en épidémiologie de terrain sont rentrés au pays. 3 d'entre eux ont reçu des prix. Il s'agit du prix de meilleure mémoire, meilleurs travaux de terrain et meilleure performance académique. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par 3 membres du gouvernement. Valentin Roger Diallo et Alou Touré étaient aussi de l'accueil pour nous. C'est par une haie d'honneur et des applaudissements que les 7 diplômés ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Ces docteurs, dont un vétérinaire, tous boursiers, viennent de rendre honneur au pays après un cycle de Master 2 en épidémiologie de terrain avec un niveau avancé. La formation a eu lieu au sein de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. C'est donc avec une grande fierté qu'ils rentrent au pays avec leur sésame. La formation dans l'ensemble s'est bien passée. Pendant ces 2 ans, nous avons su vraiment faire face à ça grâce à nos mentors, à nos encadreurs. Et nous avons remporté 3 prix, notamment le prix de meilleure mémoire et le prix de meilleurs travaux de terrain et le prix de meilleur étudiant de l'académie. Le programme de formation en épidémiologie et laboratoire de terrain qu'ils viennent de finir avec brio, c'était 25% de cours théoriques et 75% de pratiques. C'est donc une grande fierté pour nous. Ça montre que notre système éducatif fonctionne, même s'il y a des difficultés. Nous pouvons donc nous frotter à d'autres et même remporter des prix. Donc ce soir, nous sommes très heureux de les accueillir. Ils ont un flambeau, il faut le tenir, il faut persévérer. Ils n'ont qu'à aussi créer l'émulation auprès de leurs collègues pour que nous puissions avoir beaucoup de docteurs, de médecins comme eux. Cette formation n'est qu'une partie, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Il n'y a pas de repos et je leur demande à continuer avec le même sérieux qu'ils ont eu à mettre en œuvre au cours de cette formation. Avec ses connaissances en épidémiologie de terrain, ces 7 docteurs contribueront sans nul doute à l'amélioration de la couverture sanitaire de notre pays. 37 000 accidents professionnels ont été enregistrés en 2021 dans les 16 pays membres de l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, dont le Mali. Ces risques professionnels font décaisser aux institutions de prévoyance sociale dans les pays membres 50 milliards de nos francs comme frais de réparation. Ces informations ont été données ce matin à la presse par l'INPS. Ousmane Diakité pour le compte-rendu. C'est un double chiffre et assez illustratif pour expliquer l'ampleur et l'impact des accidents au travail. L'INPS en a recensé 721 cas en 2021 et ces accidents professionnels ont coûté à la caisse de l'Institut 600 millions de francs CFA. Pour apporter une solution idoine à la problématique, la carte de sensibilisation est toujours privilégiée. Le 30 avril de chaque année est donc dédié à cette activité à travers la Journée mondiale de la santé, sécurité au travail et la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ces journées sont donc célébrées dans les 16 pays membres de l'Interafricain de la prévention des risques professionnels. C'est d'informer les médias sur les thèmes envoyés par l'Interafricain de la prévention des risques professionnels qui feront l'objet d'un débat, des échanges, des dialogues et des recommandations. Donc parmi ces thèmes, les thèmes centraux, c'est le management de la santé et sécurité au travail. Quelle approche de management pour nous, les pays membres de l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, dans les secteurs formels, sans oublier les secteurs informels qui représentent 70 à 80% de nos économies. Il s'agit d'apporter des réponses concrètes aux questions pertinentes posées à travers les thèmes le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises du secteur formel et informel. Ce point de presse avec vous, les journalistes, pour objectif de faire connaissance et relier auprès des travailleurs et du grand public nos missions régaliennes de prévention et les différents programmes autour de la Journée africaine de la prévention 2022.
C'est ce jeudi que seront donc célébrées au Mali la 20e journée mondiale de la santé et sécurité au travail et la 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Un double rendez-vous qui servira d'une tribune de plaidoyer pour expliquer la pertinence du combat commun. Et cette action humanitaire de l'ASFIA, l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, elle a remis des kits alimentaires à 1000 femmes démunies en ce mois béni de Ramadan. Reportage Adrissa Koni. À quelques jours de la fête de Ramadan, l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, fait don de vivres aux femmes démunies. Ce sont 1000 kits composés de sucre, de riz et d'huile qui sont ainsi gratuitement distribués. Je remercie infiniment Mme Fatma Tambarka de sa solidarité avec les autres femmes. Parce qu'elle fait tout ce qu'elle gagne, elle veut même le partager avec les autres femmes. Les bénéficiaires, il y a les veuves militaires et paramilitaires, il y a des démunis, il y a les orphelins. Donc elle fait des gestes à toutes ces femmes-là. Cette action de la présidente de ASFIA témoigne de sa volonté d'apporter un changement dans la vie des femmes en situation de précarité. On est dans un mois béni de Ramadan qui est un mois de solidarité, un mois de partage. C'est vrai qu'on a assez de membres, comme je le disais. Aujourd'hui, ASFIA a à son actif plus de 20 000 membres. Dieu merci. C'est juste Nganyahira de dos. Donc on a pris les responsables, on va remettre à 1000 personnes. Avec tout ce qui se passe dans le pays, c'est vraiment pour montrer notre soutien à l'endroit de ces femmes, pour leur montrer notre solidarité. Outre les femmes, le chef de quartier et l'imam de Missabougou ont reçu des kits. ASFIA a vu le jour en juin 2021. Son objectif, venir en aide aux veuves, aux associations et aux groupements de femmes de différentes couches socio-professionnelles. La galette, ou appelée ngomi en Bamanankan, est l'un des aliments les plus consommés en ce mois de Ramadan dans la ville de Sikasso. C'est ce qui fait qu'on rencontre les vendeuses de ngomi à chaque coin de rue. Et beaucoup de vendeuses exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Reportage, Mustapha Doumbia. La galette ou ngomi est un aliment bien sollicité en ces mois de Ramadan dans la capitale du Kénédougou. Fait à base de mil le plus souvent et parfois à base de riz, le ngomi voit son nombre de vendeuses multiplié par 3 voire plus durant le mois de Ramadan, ce qui n'empêche pas certaines vendeuses permanentes d'exercer convenablement leur activité. J'exerce cette activité dans un but économique. Je vends des galettes depuis longtemps. J'ai hérité cela de ma mère et je vends durant toute l'année. Seulement, il y a un accent sur la vente durant le mois de Ramadan. Je ne vends des galettes que durant le mois de Ramadan. Ce choix est dû au fait que beaucoup de personnes en ont besoin durant cette période. Donc, je rends service aux autres en gagnant un peu d'argent. Je peux utiliser jusqu'à 2,5 sacs de mil durant le mois. Si l'exercice de cette activité a un but purement commercial pour un grand nombre de vendeuses, il n'en demeure pas moins que des raisons spirituelles soient la motivation d'une catégorie de vendeuses de ngomi. Je ne vends que durant le mois de Ramadan. J'ai hérité l'activité de ma mère. Après son décès, les gens nous ont demandé de continuer. Une façon d'honorer notre mère et lui apporter notre soutien. Ma mère pouvait utiliser jusqu'à 25 kg de riz par jour. Aujourd'hui, moi je vends entre 50 et 60 kg de riz par jour. Quelles que soient les motivations, les vendeuses de ngomi ne manquent en tout cas pas de clients durant le Ramadan. Les consommateurs ont le choix entre le ngomi à base de riz et celui à base de mil. Le maïs là et le gaz de riz là ne sont pas les mêmes choses. Même les goûts ne sont pas les mêmes choses. Parce que nous on utilise ça pour avoir notre santé. C'est mieux quoi. La vente de galettes ou ngomi est considérée dans quelques rares familles comme une tradition vieille d'au moins 3 décennies. La majeure partie des vendeuses ont hérité cette activité de leur mère ou de leur grand-mère.
Lancement officiel à Bamako de l'application virtuelle et du site web Moussoya Applique. Ces outils devront contribuer à la défense des droits des femmes et des filles au Mali. Le lancement de ces plateformes digitales s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes du Mali, un projet financé par le gouvernement canadien. Compte rendu Valentin Roger Diallo. Une application et un site web www.moussoya-applique.org pour contribuer efficacement à la promotion des droits de la femme et à l'égalité des chances. Ce sont là des plateformes digitales que le REGEFPO, réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile, vient de lancer. Ces nouveaux dispositifs permettront plus de partage d'informations, de documentation et de plaidoyer afin de renforcer les capacités des organisations féminines dans la défense des droits des femmes et des filles au Mali. Le diagnostic sur la performance de nos organisations féminines est mitigé. La création de cette application virtuelle téléchargeable sur Android permettra aux utilisateurs et utilisatrices de s'informer sur les droits ainsi que toutes les questions liées à la violation de ces droits. Le politique du Canada à l'aide internationale se dit féministe. C'est les femmes d'abord qui sont le point de changement dans un pays. C'est quelque chose qui se change au Mali et ça me fait personnellement et pour tout le Canada un très grand plaisir de l'appuyer. Ces plateformes digitales viennent également à point nommé pour aider le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans ses actions sur le terrain. Ce projet qui vise à permettre aux femmes et aux filles de mieux exercer leurs droits de la personne et de faire progresser l'égalité entre les sexes au Mali est à féliciter et à encourager. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'engage par ma voix à suivre de près l'évolution de cette application Moussoya Applique. Le REGEFPO et ses partenaires entendent aussi mettre en place un centre d'écoute virtuel pour la gente féminine. Le président du Conseil économique, social et culturel informe l'opinion nationale que des missions de l'institution se rendront dans les mairies des 6 communes du district de Bamako en vue des travaux d'élaboration du recueil annuel 2022, des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile. Les 10 travaux se dérouleront le mercredi 27 et le jeudi 28 avril 2022 à partir de 10h et jours suivants s'il y a lieu. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 26 patients guéris, 0 décès et 17 cas positifs sur 393 tests réalisés et 90 patients sont sous traitement. Désormais, disponible dans vos kiosques, 2 nouvelles parutions. La première s'intitule la gestion des achats et des stocks illustrés par des cas pratiques. Elle élabore les thématiques de la notion des stocks, les techniques d'inventaire, la valorisation des mouvements de stock, entre autres. C'est une œuvre de Zakaria Jawara. Et quant à la seconde, elle s'intitule Fanta ou les déboires de la vie, un roman de Diko Coulibaly, enseignante et juriste. Dans cet ouvrage, elle dénonce les abus tels que le viol, la duplicité, mais surtout l'oppression de la femme. Des ouvrages à lire absolument. Une nation qui lit est une nation qui gagne. C'est avec cet axiome de feu Nelson Mandela que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu pour la grande édition et bonne fin de soirée à tous.